Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France, le premier de cette quatrième saison, dirons-nous, le premier en tout cas de cette rentrée 2024. Beaucoup de choses à faire pendant la rentrée, c'est la fin de l'été, mais ce n'est pas non plus forcément, j'ai envie de dire, la fin de tout ce qui peut se passer d'extraordinaire en politique. Lorsque nous nous sommes quittés il y a quelques mois, il y avait eu grandes choses, aussi bien les élections européennes, aussi bien la dissolution de l'Assemblée nationale, aussi bien le Parti de la France qui se présente et fait 10%, aussi bien évidemment les résultats déplorables malheureusement de Reconquête, un parti que nous soutenons, rappelons-le. En tout cas, nous soutenons énormément les idées d'Éric Zemmour. Et effectivement, Reconquête a fait 0,6%. Nous avions fait une émission, et c'était la dernière de la saison dernière. Je vous invite à la réécouter si ce n'est pas encore déjà fait. Mais pour les nouvelles actualités, nous en avons bien d'autres. Nous avons par exemple Monsieur Barnier qui devient Premier ministre. Et oui, c'était Éric Zemmour qui avait tweeté que nous perdons un Macron qui avait 10 ans de moins pour en gagner un nouveau à 30 ans de plus. Yanis Morio, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination de ce Monsieur Barnier et quelles conséquences vous pensez que son gouvernement aura sur la France? Eh bien, bon, Michel Barnier, c'est un peu pour Emmanuel Macron, un peu le choix contraint. C'est sans doute pas lui qui l'avait pensé en priorité, mais bon, il fallait aussi qu'il s'accorde. Donc oui, il avait sans doute pensé à quelqu'un d'autre en priorité, même si bon, la gérontophilie ne l'ennuie pas particulièrement. Mais là, il était obligé de choisir quelqu'un qui n'allait pas être censuré, enfin, censurable par la gauche. Bon, apparemment, elle n'est pas en mesure de le faire. Il ne sera pas censuré, en tout cas pas immédiatement, par le Rassemblement national, qui voulait surtout la peau de Xavier Bertrand. Et pour le coup, on les comprend. Mais bon, disons que c'est au terme, voilà, du feuilleton de l'été, qui aurait très bien pu continuer de se prolonger, qui était aurons-nous un Premier ministre? On proposait absolument tout le monde. Et là, finalement, donc on se retrouve avec un terne technocrate qui avait commencé avec une carrière politique classique, qui n'a qu'une seule vraie réussite, il faut au moins mettre ça à son crédit, c'est la bonne organisation des Jeux Olympiques d'Albertville en 92, c'est dire comme ça remonte. Sinon, bon bah c'est l'homme voilà, assez huileux, lui qui avait soutenu Balladur en 95 pour finalement réussir à rentrer dans le gouvernement Juppé, qui a toujours été de tous les mauvais coups, qui était, quand il était ministre de l'Agriculture, donc sous Chirac, avait déjà eu affaire à une première crise du lait, donc il s'était rangé du côté des magnats de la mafia du lait de Normandie-Maine, donc la famille Beignet, Lactalis. Il a continué de paupériser, de ruiner les petits producteurs laitiers. C'est aussi, surtout, il est connu pour être commissaire européen, celui qui s'est fait prendre une tôle monumentale par les Brexiteurs. Il avait cristallisé toutes les passions là-bas à Londres, et il a été complètement ridicule. C'est aussi un homme des lobbies. Quand il était à l'agriculture aussi, il était avec le lobby Mérieux. Donc on se demande ce qu'un laboratoire pharmaceutique a à voir avec l'agriculture. Enfin, on se demande, on le sait très bien, mais c'est même ça qui n'est pas très rassurant. Donc je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre de cet homme-là. Voilà, il va surtout essayer de maintenir un cap et d'essayer de ne pas être censuré. Mais bon, le seul point positif, s'il en fallait un, c'est que c'est le petit plaisir, la petite joie de voir Xavier Bertrand s'être pris une tôle. C'est toujours agréable de voir cette saloperie, ce cloporte, ce morpion même, s'être pris une tôle. Même par un type aussi terne et éloigné de nos idées, malgré ce que peut dire la gauche qui le présente. J'ai lu ça, ça m'a fait beaucoup rire sur Instagram, comme un turbo-réac. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils diront quand ce sera nous au pouvoir? Donc bon, c'est toujours amusant, c'est la petite satisfaction du jour. Mais sinon, bon, j'attends rien. Il faudrait vraiment être fou pour encenser. Enfin, on en trouve qui le feront quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sinistre personnage. Mais effectivement, vous avez, comment je pourrais dire, répondu très précisément à ma question. Et oui, j'ai vu que beaucoup de personnes disaient qu'il était très à droite. Alors, j'en tombe des nues quelque part. Je l'ai pas forcément énormément connu. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un de ma génération. Mais vous, Roland Elie, peut-être que ça l'est davantage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce fameux Barnier? Quelle est votre réaction face à sa nouvelle nomination à ce poste prestigieux? Oh, vous savez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ce que vient de dire notre ami Yanis Morio. Que dire, bon, c'est un personnage terne, c'est un personnage. D'abord, avant de parler de Barnier, on pourrait juste dire que
on voit comment, après cette dissolution hasardeuse, Macron s'est retrouvé dans une situation qui aurait été prévisible finalement, on aurait pu l'imaginer, mais lui, sans doute, il n'avait pas pensé. Il pensait que par la volonté de je ne sais qui, il allait remettre la France, il allait clarifier les choses, comme il voulait dire. En fait, de les clarifier, il les a plutôt compliquées. Et ben, on voit bien aujourd'hui ce qu'il en est. C'est-à-dire que la France est ingouvernable de toute façon. Alors, ils ont trouvé Barnier. Bon, Barnier, évidemment, c'est pas le type qui a cristallisé toutes les haines contre lui. Bon, bien qu'il ait été quand même commissaire européen, il a servi dans je ne sais pas combien de gouvernements depuis des lustres. Je crois que là, il a été élu pour la première fois, je crois, en 1973. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Mais enfin, bon, voilà, c'est un politicard professionnel. Bon, le bonhomme, je le connais pas, j'en sais rien. Bon, mais voilà, voilà, il fallait quelqu'un de terne, quelqu'un qui fasse illusion. Bah, là, il a trouvé son premier de cordée, hein, c'est le cas de le dire, en bon savoyard qu'il est. Et maintenant, on verra bien combien de temps ça tiendra. Tout à l'heure, c'est vrai, je pense, Attal, j'avais l'impression qu'il était là depuis des années, et puis finalement, il est là que depuis quelques mois. Bon, bah, est-ce que Barnier tiendra aussi longtemps qu'Attal? On est dans une situation, de toute façon, d'une France ingouvernable. On est dans un système qui est en train de s'écrouler, un système, ça fait longtemps qu'on le dit, mais qui, à force de se prendre des coups de boutoir, qui finit par se déliter complètement. La seule possibilité, la seule chance que peut-être pourrait avoir Barnier, c'est d'apparaître comme l'homme du parti de l'ordre. Parce que c'est vrai aussi que les Français en ont un petit peu marre, je pense, on l'entend bien tous autour de nous, de cette situation avec une France insoumise qui attaque surtout et n'importe quoi, un RN qui se tait, d'ailleurs, il vaut mieux pour lui qu'il se taise, parce que quand il se tait, il augmente ses scores. Donc voilà, on est dans une situation qui n'est pas très claire, si je puis dire. Alors, est-ce que Barnier apparaîtra comme l'homme du parti de l'ordre là-dedans? Je n'en sais rien, j'en doute, parce que pour le moment, c'est pas vraiment l'impression qu'il donne, mais bon, voilà, wait and see, hein, ce qu'on dit. Wait and see, effectivement, un anglicisme. C'est rare dans cette émission, mais Oui, pardonnez-moi, c'était facile, mais bon, c'est la folie voilà. Vous ne m'en voudrez pas, de voilà. l'entrée. C'est la folie de l'entrée. Moi, Aux entreprises, c'est possible. j'aimerais vous lire, messieurs, le communiqué de presse de Thomas Joly pour conclure cet arc narratif sur le Premier ministre actuel. Après des consultations qui ne paraissaient plus avoir d'issue, Emmanuel Macron a enfin procédé à la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de cette vieille ganache de Michel Barnier. Ce technocrate européiste est un véritable alimentaire de la politique, n'ayant jamais travaillé de sa vie en dehors de ses mandats et de ses postes ministériels. Archétype de la fausse droite qui a tout trahi et tout renié, ce fade septuagénaire a parfaitement compris sa compatibilité avec le macronisme. Reste à savoir combien de temps son gouvernement va durer avant de se faire censurer par les parlementaires. L'objectif que lui a assigné le président de la République est sûrement l'immobilisme le plus total. Toutefois, à ne vouloir fâcher personne, on finit souvent par fâcher tout le monde. Souhaitons de tout cœur la chute rapide de ce régime qui est à bout de souffle, incapable de répondre aux préoccupations des Français. Thomas Joly, président du Parti de la France. Écoutez, maintenant que nous avons conclu ce sujet, nous pouvons peut-être passer au suivant. Et, et la suivante, c'est une, comment je pourrais dire, c'est une affaire qui m'attriste un peu. J'ai vu à Marseille, j'ai vu dans plusieurs villes, qu'il y avait des églises qui brûlaient dans l'indifférence générale, notamment Saint-Omer, qui a été incendié, j'ai envie de dire, par un multirécidiviste, j'allais dire pyromane, je sais pas, j'ai pas le diagnostic, mais en tout cas quelqu'un qui aime bien cramer des monuments. Et pourquoi je parle d'indifférence la plus totale? Parce que effectivement, dès lors qu'il y a la moindre, j'ai envie de dire, la moindre trace de poussière sur la moindre mosquée ou sur la moindre synagogue, tous les journaux nationaux s'emparent de l'affaire. Mais quand on parle carrément d'églises qui brûlent, il n'y en a finalement qu'assez peu de traces médiatiques, assez peu de journalistes pour couvrir l'événement. Yanis Morio, vous, en tant que Français et en tant que catholique, sentez-vous que votre patrimoine religieux n'est pas défendu et protégé comme les autres religions qui ne sont pas françaises? Oui, il est même complètement
à l'abandon, livré à lui-même, livré en pâture même, parce que là, bon, il se trouve pour le coup, ça n'était pas une chance pour la France, c'était un petit gars bien de chez nous, mais qui avait dit d'ailleurs à son audition qu'il détestait les curés. C'est un bouffeur de curés, tout ce qu'il y a de plus classique, qui est resté figé en 1905 sans même savoir ce que ça signifie. Bon, ou alors, peut-être une école plus récente, un peu, voilà, ni Dieu ni maître, ce genre de choses, bon, sans vraiment le comprendre non plus. Bon, on n'a pas affaire à un idéologue, ça c'est certain. Mais bon, j'en ai quand même marre de voir toutes nos églises, flamber ou être, simplement se dégrader parce qu'elles sont des fois, c'est même pas des attaques malveillantes, c'est simplement un manque, de moyens ou le fait de pas se donner les moyens, des églises qui tombent en lambeaux, qui, des fois la toiture, s'effondre elle-même, on est obligé de les fermer, il y a des chutes de pierres, enfin c'est un vrai la grande pitié des églises de France, comme disait Maurice Barrès en son temps déjà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Mais bon, là effectivement, il s'agit de vraiment de malveillance, d'un crime, c'est je j'irais même, en ce qui concerne ce qui est l'aspect bon, l'aspect religieux qui effectivement, bon, nous parle si on est catholique, si on a une sensibilité religieuse, mais même au-delà, donc là j'aimerais m'adresser à tous les Français qui ne sont pas forcément habitués, à la messe dominicale ou même à d'autres, pratiques, même plus personnelles, à tous les Français amoureux de leur culture, de leur patrimoine, de leurs églises, des églises où ils ont pu voir se marier leurs grands-parents, des églises qui sont toujours vues tout petits, de toute cette culture, des prénoms qu'ils portent, de tout ça. Bah, même eux, même ceux qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas leur banc à l'église, sont quand même touchés et j'aimerais, voilà, avoir aussi une pensée plus globale, plus générale sur ce crime donc, d'un côté le blasphème pour ceux qui en tout cas ont cette sensibilité religieuse, mais aussi ce crime de lèse-patrimoine. Je J'irais même jusqu'à parler de meurtre, parce que bon, le meurtre, c'est tuer quelqu'un, mais là, s'en prendre au patrimoine, c'est tuer le patrimoine commun de tout le monde, c'est tuer ce qui est censé nous survivre. Nous allons tous mourir un jour, le plus tard possible selon notre espérance de vie, mais tous ces monuments, tous ces bâtiments ont vocation à durer. Donc le fait, voilà, de s'y attaquer, c'est pour moi, j'irais même jusqu'à parler de meurtre, effectivement, comme si c'était une personne. Et si j'avais une marge de manœuvre juridique, je pense que je légiférerais pour que ça soit puni comme tel et de manière, selon le comme on faisait avant la loi Banataire, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait, j'apprécie que vous n'ayez pas, comment je pourrais dire? Fait de remarques sur ma manière de prononcer, la personne qui a aboli la peine de mort. Parce que j'avais fait une émission là-dessus et j'ai eu pas mal de remarques à ce sujet. Et vous, Roland Elie, vous qui êtes dans un milieu où forcément vous parlez beaucoup de littérature et d'actualité, vous êtes attristé par ouais, cette différence dans le traitement des édifices religieux qui sont blasphémés, excusez-moi, et attaqués? Bah, comment pourrait-il en être autrement? C'est, voilà, bon, le moindre graffiti, sur une synagogue ou devant une mosquée, c'est un drame national, on convoque tout le monde, la presse, les médias, les bien-pensants, enfin tout le monde y va de son couplet. Évidemment, quand c'est une église, bah, ma foi, bon, c'est quelque chose de banal à leurs yeux. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est au-delà de cela. Pourquoi on en arrive pourquoi les églises sont abandonnées? Moi, je vois, enfin, on voit tous, des villages où il doit y avoir une messe, une fois par an. Bon, alors évidemment, on va pas s'en prendre au malheureux curé du coin qui fait ce qu'il peut et qui peut pas être partout à la fois. Mais, la question que beaucoup de gens devraient se poser, c'est pourquoi on en est arrivé à cette situation? Et je crois que le problème, bah, c'est le problème de l'église en général. C'est que, à vouloir ressembler être dans son siècle, comme il était de bon ton de le dire il y a 40 ans, eh ben, l'Église a fini par, recruter, plus grand monde. Enfin, je parle évidemment à part les différentes, fraternités, qui, elles, évidemment, traditionnelles, hein, j'entends, elles recrutent, se rassemblent des vocations. Mais, l'Église catholique aujourd'hui en rassemble très peu et ce qui explique qu'aujourd'hui il y a plus d'églises que de prêtres, ce qui n'était pas le cas autrefois. Heu, Moi je me souviens quand j'étais enfant, il y avait une église, pas très loin de là où habitaient mes parents et il y avait au presbytère, il y avait 4 prêtres uniquement pour cette église. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait encore, des messes dans cette église. Bon voilà bah, voilà où amener, le souci
normalisation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui fut celui de l'Église à partir de, enfin, au siècle dernier. Et c'est certainement l'aboutissement, bah, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui comme les gens n'ont plus comment dirais-je? De sentiments religieux ou de respect même de nos racines, parce qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, l'Europe et la France en particulier ont des racines chrétiennes, c'est comme ça, voilà. Bah, comme beaucoup de gens en sont absolument inconscients et s'en foutent complètement, eh bien, et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui on brûle les églises comme on brûlerait, heu, n'importe quel autre bâtiment qui semble servir à rien, dans le village. Alors que c'est quand même la source, c'est quand même les racines du village, c'est quand même les racines de la communauté, c'est quand même les racines de notre civilisation. Mais ça, fallait leur expliquer, il y a encore beaucoup de travail à faire. Bon, maintenant, il faut jamais se désespérer, hein. Un jour viendra peut-être où les choses changeront. D'ailleurs, elles commencent à changer. Pardonnez-moi d'en revenir toujours à la région dans laquelle je vis, en Bretagne, mais quand je vois le nombre de pardons, de processions, qui se multiplient, un peu partout maintenant dans le moindre village, il y a cela avec le côté «spectaculaire» entre guillemets qu'il peut y avoir autour de cela. Bah, je trouve que c'est plutôt encourageant et espérons que ça ces gens-là, tous ces gens qui retrouvent, qui ont une soif de racines et de traditions, et bien que tous ces gens-là le traduiront à un moment ou à un autre dans d'autres engagements plus radicaux, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup, Roland, pour votre réponse. Et oui, j'aurais aimé quand même faire une petite parenthèse sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas vraiment une parenthèse, c'est même un arc entier, puisqu'il y a deux choses en parallèle qui se passent. On rappelle que Bolsonaro a perdu les précédentes élections au Brésil, et c'est malheureusement un communiste qui l'a emporté. Et ce communiste a décidé d'interdire Twitter, voilà, interdire Twitter au Brésil, carrément interdire tout un réseau social. On rappelle que c'est pas forcément le seul réseau social qui est interdit. La Chine qui se joue contre TikTok, j'ai fait un amalgame. TikTok est interdit dans plusieurs pays, comme notamment par exemple la Jordanie. La Jordanie n'est pas connue pour être un pays totalitaire, mais il interdit l'utilisation de TikTok, et plusieurs pays le font. Euh, Au-delà de cela, en même temps, en parallèle, le PDG de Telegram a été arrêté en France et a plus d'une dizaine de chefs d'accusation contre lui, et il a quand même de bonnes chances de finir en prison. Est-ce que, Yanis, vous considérez que cette double attaque contre les réseaux sociaux, contre la libéralisation, j'ai envie de dire, sur Internet, de la parole, à la fois sur Twitter et sur Telegram, est une forme d'atteinte à la liberté d'expression, est une forme de dérive du socialo-gauchisme? Alors oui, c'est très inquiétant, très préoccupant. Nous sommes ici, nous enregistrons directement sur Telegram, parce que bon, si on avait voulu faire, au début, quand on avait lancé l'émission, on s'était posé la question, oui, il était inconcevable qu'on fasse un live, soit Facebook, soit YouTube, ça aurait sauté tout de suite au moindre mot qu'on n'aurait pas pu camoufler par un synonyme sympathique, que peu de gens auraient compris d'ailleurs, parce que des fois, quand on veut éviter la censure, on est obligé d'employer des tournures de phrases que même nous, on comprend pas toujours. Ça, c'est des problèmes inhérents à la liberté d'expression. Mais oui, c'est vrai que c'est très inquiétant. Alors, il y a deux cas qui arrivent en même temps. Bon, en ce qui concerne Twitter, bon, j'ai une grande sympathie pour Elon Musk, qui est vraiment en train de se révéler, qui est un des grands hommes de cette première moitié du XXIe siècle, qui va faire encore de grandes choses, parce que tout n'est pas fini. Donc, effectivement, il a des ennemis. Et c'est aussi une occasion, voilà, vous en parliez tout à l'heure, donc d'étriller Lula, qui est présenté donc par une certaine gauche qui se croit rebelle, qui n'a pas compris quelle était justement la figure sympathique du pouvoir en place, qui est faux rebelle, voilà, comme tous les mecs qui ont des t-shirts du Tché. Donc ce Lula, voilà, qu'on nous présente comme voilà, le grand rebelle face à Bolsonaro, qui serait les puissances de l'argent, de tout ça, bon, c'est le narratif habituel. Bon, j'aimerais quand même rappeler à ces gens-là qui est Lula. Il faut savoir que pendant son mandat, le précédent mandat, celui-ci, on ne peut pas encore avoir de bilan comptable, il a beaucoup plus déforesté la forêt amazonienne que Bolsonaro, qu'on nous présente pratiquement comme un pyromane de forêt primaire. Il a fait un barrage qui a remis en cause l'habitat de nombreux peuples premiers. Donc bon, c'est comme héros de la gauche et de la bien-pensance, on repassera. Là, il s'est rangé comme un toutou, parce que c'est les Américains qui lui ont demandé de supprimer Twitter.
je ne sais pas quels sont les, tenants et les aboutissants, je ne suis pas juriste en droit brésilien, mais bon, en tout cas, il y aura des recours, parce qu'apparemment le juge de la Cour suprême brésilienne qui a fait ça, il y a des procédures, genre, je connais pas vraiment la loi là-bas, mais qui font en sorte de le destituer. Je crois que c'est notamment des députés bolsonaristes qui sont en train d'étudier le dossier, donc on leur souhaite bon courage. Et sinon, donc pour la partie vraiment pour Pavel Dourov, donc ça sonne un peu comme une espèce de sous-SAS, cette histoire. Le mec vient en France, la fille est pas très claire dans l'histoire non plus, elle arrêtait pas de publier sur Instagram, en plus sur les réseaux concurrents, toutes les photos de pratiquement tous les bars où ils se sont arrêtés boire un coup en route, dans chaque aéroport, enfin, itinéraire complet, quoi. Ça fait vraiment la barbouze avec une jolie perruque blonde et puis une forme généreuse. On connaît ça très bien. Et donc il arrive et normalement il était, enfin d'après ce qu'il avait dit en tout cas, il était censé être reçu par Macron, ce qui est tout à fait possible. Macron reçoit plein de gens, même des gens qui nous sont sympathiques, parce qu'il jauge un peu tout le monde. C'est comme le fameux dîner qu'il y avait eu entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, les gens s'en sont offusqués, mais non, tout le monde rencontre tout le monde, même des adversaires, même des ennemis, des fois sont obligés de se jauger, de se sentir le derrière, comme on dit vulgairement. Donc c'est tout à fait possible qu'il l'ait invité, mais là ça tombait vraiment comme un piège. Le fait qu'il soit invité en France, qu'il soit cueilli tout de suite à l'entrée, c'est très bizarre. Ça fait vraiment de la barbouzerie de bas étage, enfin, ils ne se cachent même plus. Donc d'un côté, soit c'est vraiment qu'ils se sentent tout puissants, mais le revers de la médaille pour eux, c'est peut-être que justement, ils commencent à paniquer. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. On va voir cette alliance de tous ces réseaux voilà, qui fleurissent, qui sont voilà, les nouveaux porte-voix de la parole. Et effectivement, merci beaucoup Yanis. Et vous, Roland, je vais vous poser strictement la même question, surtout que vous êtes, comment je pourrais dire, quelqu'un qui avait une expérience, vous savez à quel point il peut être facile de se faire censurer en France et dans le milieu occidental de manière générale. Et donc, je vais vous poser la même question que Yanis. Qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette arrestation du président de Telegram? Et j'ai envie de dire, cette émission est peut-être même compromise un jour, quelque part. Nous faisons nos émissions sur Telegram depuis 2 ans. Donc bon, qu'est-ce que vous en pensez? Tout est possible dans le système, surtout le pire. L'apparition des réseaux sociaux il y a maintenant 25-30 ans à peu près, enfin, au début des années 2000, voilà, 25 ans, ça a été une véritable révolution dans la communication et en particulier pour toutes les forces non conformistes. Euh, Même si depuis quelques années, les choses ont un petit peu bougé. Enfin, imaginez il y a 25 ans, qu'une chaîne de télévision ou 2 tiendrait des propos, ils sont peut-être loin d'être parfaits, qu'on peut critiquer sur plein de choses, sur plein d'aspects, mais enfin des propos qui ne sont pas ceux du ronronnement pro-gouvernemental ou pro-systémiste qu'on entendait jadis sur les 3 chaînes de télévision en compétition, c'était de l'inimaginable. Et les réseaux sociaux eux-mêmes ont contribué à ça. Quand Facebook ou même la simple possibilité pour beaucoup de gens de faire un blog ou de donner leur avis, ça a libéré bien des idées. Aujourd'hui, chaque association, chaque organisation, chaque mouvement, chaque section, même parfois, a son site, peut réagir à n'importe quel événement, peut le faire savoir autour de lui, autour d'elle. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a encore 40 ans. Alors évidemment, le système se défend. La République gouvernementale, mais elle se défend bien, disait Maurras. Eh bien, on est un petit peu au même niveau. Le système fout le monde dans la panade, mais sait se protéger. Eh bien, on le voit à tous les niveaux. Vous parliez des interdictions. Moi-même, par exemple, je suis interdit sur Facebook. Bon, voilà, alors je suis obligé de trouver d'autres noms. Enfin, qu'importe, enfin, des amis à moi s'occupent de tout ça, parce que moi, vous savez, je suis pas vraiment de cette génération, donc j'ai la chance d'avoir de nombreux amis qui me secondent dans mes activités, et en particulier les gens qui savent maîtriser un petit peu tout ça. Donc tant mieux. Mais voilà, mais à côté de ça, ça nous permet de toucher des gens qu'on ne toucherait peut-être pas autrement.
Je me souviens de l'époque où il y avait la rodéo à alcool, dans l'arrière-salle du local et dès qu'on tirait, 300 tracts, c'était toute une affaire. Aujourd'hui, un seul message ou un seul post sur Facebook, ou ailleurs, Thomas Joly touche des milliers de gens qui regardent ses réactions et c'est tant mieux et c'est valable pour tout le monde, pas uniquement pour Thomas, hein, tous les gens qui font un petit peu, qui cherchent un petit peu à changer ce monde. Donc voilà, alors maintenant qu'il y a une répression, eh ben, c'est pas c'est c'est la logique des choses, si je puis dire. Hélas, hélas, hélas. Effectivement, et Thomas Joly, d'ailleurs, je me faisais la réflexion, j'étais en train de, justement de regarder les statistiques de la dernière vidéo, parce que, comment dire, il n'y a pas que les émissions audio qui sont de retour, il y a également les émissions visuelles. D'ailleurs, justement, on va Oui, il y a reprendre YouTube et tout intensément les ça, bien tournages. sûr. Et j'ai vu, ouais, ouais, la dernière émission qu'on a publiée de Thomas Joly, elle a dépassé les 2000 vues en quelques jours, en 4 jours à peine, et ces FAQ sont toujours autant appréciés. Donc ça fait plaisir. On essaie de garder ce rythme de une FAQ par mois parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées et on a beaucoup d'éléments de réponse à apporter. Concernant le sujet suivant, on va continuer de parler un petit peu relativement de censure. Donc là, on sort un petit peu du milieu social pour revenir sur le Big Five, sur les grands médias, et notamment sur Thaïs Descuffon. Alors moi, j'avais été tout content de voir que Thaïs Descuffon avait été prise comme chroniqueuse sur Europe 1 avec l'émission de Cyril Hanouna. Pourquoi content? Parce que bah, globalement, Thaïs Descuffon, j'ai absolument rien à lui reprocher sur le plan idéologique. Elle est assez proche de nous, je pense. Elle a même défendu la fameuse affiche de Non un avenir aux enfants blancs en publiant une photo d'elle à un âge similaire au personnage qu'on a utilisé sur l'affiche pour montrer qu'elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Et surtout, c'est quelqu'un qui, malgré la médiatisation assez rapide finalement quand on y réfléchit, n'a pas du tout courbé les chines, elle a continué à garder ce cap idéologique, et bien qu'elle prend parfois beaucoup de tollé, notamment sur Twitter, à cause de ses messages, de ses gazouillis, comme diraient certains de nos amis, très 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 subversif, elle a toujours gardé cette ligne et n'a jamais été soumise à ses détracteurs. Donc j'ai été déçu. Pourquoi? Parce que elle ne serait finalement pas chroniqueuse. Finalement, on lui a demandé de se retirer, ou plutôt on a demandé à Cyril Hanouna de l'enlever, par peur de débordement, très probablement. Yanis Morio, quel effet ça vous fait de voir effectivement que notre discours radical on tente de le mettre à l'écart, de le mettre de côté. Est-ce que ce n'est pas parce que ce serait la pensée majoritaire de la France aujourd'hui, si on se fie à la population et non pas sur les médias? Alors effectivement, c'est pour ceux qui veulent donner à certaines diffusions, notamment radiophoniques et télévisuelles, de nos idées ou de ce qui s'en approche peu ou prou, bah, c'est un jeu d'équilibriste permanent, notamment sur Europe 1, sur CNews, enfin surtout même sur C8, enfin toutes les chaînes du groupe Bolloré. Bon, ils ne peuvent pas effectivement tout dire, ils ne peuvent pas, même s'il y en a certains d'entre eux, en tout cas en privé, qui diraient des choses même assez proches de ce qu'on peut dire ici, pas tous, il y en a qui sont plus modérés, mais qui eux-mêmes sont déjà vilipendés comme s'ils étaient les affreux Jojo. Mais bon, même ceux qui pensent comme nous, qui pourraient dire qui voudraient dire ce qu'on dit ce soir, bon, effectivement, ils savent très bien qu'ils ne le peuvent pas, parce qu'il y a toujours le risque, voilà, essayer de faire passer un message, mais en même temps, voilà, si c'est trop fort d'un coup, bon, bah, c'est une censure immédiate. Donc là, voilà, je pense qu'ils ont voulu tenter le coup. Je pense qu'ils savaient eux-mêmes, que même Thaïs le savait, que ça risquait de ne pas passer. En tout cas, ça a fait, le fait d'y avoir pensé et de l'avoir dit, c'est déjà un message en soi. Donc c'est plutôt, voilà, peut-être que ça reviendra petit à petit, on jauge la population, les oligarques, les censeurs, ils sont pas passés loin d'une censure. Bon après, relativisons, ils n'auraient plus la diffusion sur la TNT. Bon, c'est sûr que ça reste important, notamment dans les campagnes où les gens n'ont pas forcément une connexion internet optimale et qui, du coup, n'ont que les chaînes de la TNT. Mais sinon, bon, ils auraient toujours pu être suivis et écoutés, même la chaîne en elle-même, via internet, via le câble ou satellite. Mais bon, c'est toujours un coût, voilà, une personne en moins qui ne peut pas suivre une émission, c'est une personne en moins. C'est toujours une voix, là où la voix n'atteint pas, une cible en moins. Donc bon, c'est toujours, voilà, c'est un combat permanent de toujours, voilà, essayer d'inviter, des gens qui sortent un peu, voilà, de ce qu'on de l'ordinaire. Là, récemment, donc chez Pascal Pro, ils avaient invité Richard Millet, qui s'est fait censurer
toute sa vie. Il a eu un propos que certains jugent polémique, notamment sur Lucie Castet. Il avait dit: «Oui, elle est sexuellement incorrecte». Ils se sont pris une bronca, il y a eu l'Arcom a été saisi, enfin bon, c'est à chaque fois qu'ils disent quelque chose d'un peu trop fort, enfin fort, pour nous non, mais ça c'est tout de suite, voilà, c'est un risque permanent, c'est funambule. Donc bon, c'est toujours, voilà, ça va être comme ça régulièrement, il y aura sûrement des petits coups comme ça proposés, telle personne sera reçue, après finalement ne sera plus là. Bon, ça va monter crescendo, parce qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé déjà ne serait-ce que l'envisager. Donc ma foi, bah, nous verrons à terme ce qui se passera, le nombre d'invités qui commence à ouvrir, à élargir la fenêtre d'Overton. Donc c'est en un sens plutôt positif, même si bon là, comme dirait quelqu'un: «Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre». Nous verrons dans les mois à venir. Merci beaucoup Yanis pour votre réponse. Roland Elie, bah, je vais vous poser la même question, mais je vais peut-être même rajouter une autre question de plus. Vous êtes militant depuis quand même un bon nombre d'années. Vous Quelques années, aussi, on va vous dire. n'avez pas quelques années, voilà, vous êtes encore tout jeune, vous avez Oh encore là là, beaucoup plus d'années à militer que vous avez bah, encore. évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment. Non, plus sérieusement, sans Vous rentrer êtes dans gentil, l'agisme. vous êtes Ce gentil. que je, ce que je veux dire par là, c'est que vous aussi, vous n'avez pas courbé les chines. Vous aussi, vous avez gardé votre radicalité, certains diront. Vous avez gardé vos valeurs et votre authenticité malgré la censure grandissante en France, sachant que vous, la censure, en plus, vous l'avez vu monter crescendo. Comment effectivement garder votre authenticité et comment surtout ne pas tomber dans ce piège de courber les chines pour passer et gratter quelques minutes de tribune dans quelconque média? Ouais, vous savez, heu, reparlons un peu là du cas de Thaïs, Descuffon et de cette émission avec, Cyril Hanouna. Vous savez, c'est les coups de boutoir qui finissent par l'emporter, les coups à force ce genre d'histoire, si vous voulez, qui est bien regrettable, bien sûr, et on ne peut que regretter que cette jeune fille, talenteuse et charmante au demeurant, soit ne puisse pas, participer à cette émission. Mais voilà, c'est un coup, peut-être que la fois d'après, ça au lieu de rester une journée, la prochaine qui sera dans ou le prochain qui sera dans le même cas, restera un peu plus longtemps. J'en profite d'ailleurs, je fais une parenthèse pour souligner le travail, qui a été fait, par TV Liberté, qui a formé un certain nombre de gens à, mmh, à être aujourd'hui, capables de pouvoir, passer dans les médias. Vous les connaissez aussi bien que moi, on en voit quelques-uns en particulier évidemment sur CNews ou sur C8. Vous savez, j'ai retenu une anecdote, en 1987, avec, Georges-Paul Wagner, qui était à l'époque député des Yvelines, nous avions créé l'Institut, d'histoire et de politique, qui était l'embryon de ce qu'allait être plus tard, l'Institut de formation nationale. Et puis un jour, au moment où on crée cet institut, il y avait eu une réunion au Sénat, si je me souviens bien, et là, il y avait Jean-Marie Le Pen qui était là et Jean-Marie Le Pen me dit, «Ah, c'est bien ce que tu as fait là, ton institut là que vous avez créé, on arrivera au pouvoir». Alors à l'époque, il devait y avoir, je crois 5 chaînes de télévision. Il dit: «On arrivera au pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas 5 personnes à mettre derrière 5 caméras le lundi soir, le lendemain de notre victoire». Ce qui était celle du Front national de l'époque, bien sûr, et qui aurait été celle du Front national de l'époque. Et il avait raison, à l'époque, il y avait pas, c'était tellement, on était encore dans une période où les médias n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et il y avait pas, 5 journalistes à mettre, derrière les 5 micros, les 5 caméras pour, commenter, l'actualité dans un sens beaucoup plus, proche de ce que nous sommes que ceux d'avant. Alors je sais bien que Mitterrand avait été confronté au même problème en 1981, quelqu'un lui avait posé la question: «Mais si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous allez changer les journalistes de l'époque?» qui étaient ceux, qui avaient été, pour la plupart recrutés par l'ORTF, à feu l'ORTF, et voilà, Mitterrand avait répondu: «Mais j'ai pas besoin de recruter des nouveaux, ceux-là ont été tellement bien dressés, qui me serviront comme ils servaient les gaullistes hier ou Giscard, les gaullistes avant-hier ou Giscard hier». Et bon, bah, évidemment avec le FN, c'était pas la même perspective, et à l'époque, donc le problème, c'était de former des gens qui auraient été capables de pouvoir, intervenir dans les médias et à la télévision. Bon, il aura fallu attendre,
quelques décennies pour qu'une initiative comme celle de TV Liberté apparaisse et que cette initiative forme des gens qui ont commencé dans les émissions de TV Liberté et qui aujourd'hui, on les voit tous les jours dans les émissions sur CNews et même parfois sur BFM TV. Sur BFM TV aussi, je ne sais pas, ça vous a peut-être échappé, mais BFM TV aussi s'est bien rendu compte à un moment que si ils voulaient garder leur audience, ils étaient obligés aussi d'inviter des gens de droite, ou voire de droite affirmée ou radicale. Bon, et voilà comment ça se passe. Et alors l'histoire de Thaïs Escuffon, bon, c'est regrettable, bien sûr, mais il va falloir que ça continue. Prenez par exemple Cyril Hanouna. Bon, ce type-là, je ne le connais pas, je l'ai jamais rencontré, mais je le trouve assez surprenant. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un numéro de Synthèse Nationale qui est sorti, où il y avait une caricature d'Hanouna dessus, et marqué en dessous le chien de garde du système. Bon, à cette époque-là. Bon, et aujourd'hui, quand on écoute Hanouna, parfois on a l'impression d'entendre des émissions qui pourraient être faites par des gens de TV Liberté ou de Radio Courtoisie ou du Forum du Parti de la France. Voilà, qu'on va retrouver. Bon, c'est toute proportion gardée, bien évidemment. Mais voilà, les choses sont en train d'évoluer, mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà, il y a encore énormément de travail. Il y a encore, et surtout, la persévérance, surtout, et puis surtout de ne pas céder sur les fondamentaux. C'est ce qui est le plus important. Quand on commence à céder sur les fondamentaux, eh ben, on arrive à des situations qui sont, hélas, regrettables, vous le savez, aussi bien que moi. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la question que vous posiez. Merci beaucoup, Roland Elie, pour votre réponse. Et oui, effectivement, le cas Hanouna, un cas assez particulier. Finalement, au début, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes du camp national le détestaient lors des premières saisons de Touche pas à mon poste. Et maintenant, force est de constater qu'il a été le seul à inviter beaucoup de personnalités de notre milieu et que, étrangement, quelque part, il fait preuve parfois d'une certaine objectivité admirable. Et sa censure par l'Arcom ne doit pas y être pour rien. Donc oui, Cyril Hanouna, un personnage subversif, mais très intéressant à analyser. Vous savez, Oui, Alexandre, pardonnez-moi de vous interrompre, mais aujourd'hui, l'Arcom, c'est la commission de censure, hein. La gauche, le système, la bien-pensance, tout le monde s'offusquait à l'époque de ce qu'on appelait la censure, dans les années 60, 70, tout le monde s'excitait contre ce qu'on appelait la censure à l'époque. Aujourd'hui, l'Arcom, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est exactement la même, et on décide qui doit parler, qui ne doit pas parler. Alors là aussi, il faut s'imposer, voilà, comme tout. oui, absolument. Il faut savoir s'imposer. Et d'ailleurs, la transition est un petit peu maladroite, mais ça m'a fait penser que je lisais Le Figaro tout à l'heure et que j'ai vu que Londres va mettre en place une ligne de bus destinée aux Juifs afin qu'ils se sentent en sécurité. Bon, on rappelle que le milieu anglo-saxon est très communautariste, il n'est pas du tout cosmopolite, comme le veut la volonté, j'ai envie de dire, continentale européenne, mais quand même, une ligne de bus cachère, quelque part, pour que les Juifs se sentent en sécurité. Et je ne sais pas par où commencer, tellement il y a de choses à dire. Et effectivement, peut-être que ça montre que la menace islamiste est extrêmement présente à Londres au point de devoir faire des remakes de Rosa Parks. Qu'est-ce que vous en pensez, Yanis Morio, effectivement, de cette fameuse nouvelle ligne qui va ouvrir sur Londres? Effectivement, vous avez tout dit, c'est la menace islamiste qui fait qu'ils sont obligés, voilà, de se cacher, d'avoir des lieux où se mettre en sécurité. Bon, on sait que c'est pas les troupes d'Oswald Mosley qui représentent un danger pour la communauté juive de Londres aujourd'hui. C'est bien évident. Donc bon, après, en France, ça serait très difficile de faire une mesure comme celle-ci, parce que il y a deux, voilà, comme vous le disiez, il y a deux fonctionnements différents. Le communautarisme britannique, qui remonte déjà au tréfonds, c'est un royaume uni. Bon, il y a l'Angleterre, il y a l'Écosse, il y a les Gallois d'un côté, il y a même, après, il y a beaucoup de communautés, il y a un véritable Chinatown qui en est un. Bon, nous, on a le 13e arrondissement, où effectivement les Chinois se regroupent, mais c'est pas non plus une communauté à part. En France, on a cette culture de la République une et indivisible, on croit que tout le monde est pareil, on doit tous se fondre dans un système unique. On se n'est rendre service ni aux autochtones, ni aux immigrés, parce qu'eux ont très bien compris que ça ne marchait pas, c'est une fable
pour nous. Mais bon, en Angleterre, ça se passe différemment, ça se passe pas mieux pour autant. Parce qu'on pourrait avoir la tentation de se dire: «Bon, bah, effectivement, vivons séparés et ça se passera mieux». Bon, l'idéal, c'est vivre vraiment séparés, c'est-à-dire pas dans le même pays, donc réimmigration, et on le voit justement avec ce qui se passe là-bas. Même avec un développement séparé, une forme de communautarisme abouti, ça ne suffit pas, puisqu'il y a quand même, voilà, des petites filles qui se sont faites, égorger dans le sud de l'Angleterre. Ça a amené à des émeutes et le gouvernement a été plus sévère avec les blancs, donc les anglo-saxons, autochtones qui se sont révoltés, qu'avec les assassins eux-mêmes. Bon, on voit que le système non plus ne fonctionne pas. Le pays est au bord de l'effondrement. On est arrivé récemment à voir donc à la fois le maire de Londres qui est pakistanais, brièvement le Premier ministre de toute la Grande-Bretagne, enfin de tout le Royaume-Uni, qui était un hindou, brièvement aussi le Premier ministre écossais qui lui était pakistanais, musulman, et brièvement encore, ça n'a pas duré non plus très longtemps, mais le Premier ministre gallois qui lui était, alors c'est un mélange, je ne sais plus de quel pays d'Afrique il est, je ne sais plus si c'était le Botswana ou enfin c'était un des anciens pays de l'Empire britannique, mais métissé avec une galloise, je crois, c'était la mère. Donc c'est voilà, tous les grands, tenants de la classe politique étaient issus de l'immigration. Et d'ailleurs en ce moment, ils ont les élections pour la tête du parti conservateur, donc celui qui sera le leader of opposition, puisqu'actuellement ce sont les travaillistes au pouvoir. Et parmi les personnes en lice, donc il y a déjà 2 personnes issues de l'immigration, et celle qui représente le courant le plus conservateur, le plus d'ailleurs le plus pro-Brexit et le plus conservateur sur le plan social, même en question sur les questions d'immigration, eh bien c'est une femme noire. Donc on est arrivé voilà au point où même le les représentants de la droite, sans parler vraiment de ce qui est encore plus à droite, nos amis de certains partis politiques britanniques avec qui nous avons de bonnes relations, mais bon, les représentants en tout cas de l'aile la plus conservatrice du parti conservateur sont issus de l'immigration. Donc on est vraiment arrivé à un schéma, abouti de grand remplacement qui est assez inquiétant, très préoccupant en tout cas. Effectivement, c'est très préoccupant et je vais vous poser, du coup la même question, mon cher Roland Élie. Quid de cette fameuse, excusez-moi, ligne de bus, cachère? Écoutez, c'est un élément parmi tant d'autres de la désagrégation de notre civilisation et de notre société européenne. Voilà, c'est tout. Qu'on en arrive là, bon, bah, heu, ça aurait été inimaginable il y a pas si longtemps que ça. Bon, d'un autre côté, vous savez, il y a ceux qui ont sonné le tocsin, il y a ceux qui depuis 40 ans préviennent de ce qui va se passer. Et puis il y a ceux qui font les fines bouches et qui avaient vite fait de les traiter de tous les noms. En particulier, c'était le cas, il y a longtemps et moi je de enfin il y a quelques décennies en tout cas des représentants, je ne veux pas dire de toute la communauté juive, mais des représentants de la communauté juive de l'époque qui avaient quand même, pas assez de mots durs pour qualifier, ceux qui dénonçaient l'immigration, en l'occurrence les nationalistes, français ou anglais ou italiens, enfin qu'importe. Bon voilà, ça a toujours été comme ça, c'était comme ça à cette époque-là. Puis maintenant, ils se rendent compte que l'eau est mouillée. Bon, ben, très bien ou très mal plutôt, mais c'est regrettable d'en arriver là. Bon, mais tout cela, rappelle une seule chose, c'est que 2 peuples sur une même terre, ça ne peut pas marcher, ça n'a jamais marché. Voilà, c'était, 2 civilisations sur une même terre, ça n'a jamais marché. Voilà, où que ce soit, alors que ce soit en Terre sainte, que ce soit, il y a même pas besoin d'aller si loin, vous allez en Belgique, les Flamands et les Wallons, ils ont jamais pu s'entendre. Bon, alors, voilà, ça fait partie de ces alors c'est peut-être beaucoup plus feutré, c'est peut-être tout ce qu'on veut, mais enfin les résultats sont les mêmes. 2 peuples sur une même terre, vous alliez alors si, il y a quand même un élément, enfin assez, curieux qui s'est passé ces derniers jours, justement, dans le Royaume-Uni, c'est ce qui s'est passé en Irlande du Nord. Bon, depuis 1920, en Irlande du Nord, il y avait des
scènes de violence extrêmes parfois entre les communautés catholiques et protestantes et ça a donné ça fait des milliers de morts, ça fait enfin bon, on va pas revenir là-dessus et eh bien, on a vu pour la première fois, au mois d'août, à la suite de ce qui s'est passé, du meurtre de ces 3 petites filles en Angleterre, où il y a eu ce réveil d'une partie de la population et qui est une répétition, hein, parce que ça continuera, ça va continuer. Les années qui vont venir vont être des années dans toute l'Europe de réveil successifs des différentes populations et contre ce phénomène d'immigration. La véritable lutte de demain, c'est entre l'identité et le déracinement. Bon, on a vu en Irlande du Nord les catholiques et les protestants manifester bras dessus, bras dessous contre l'islam. Comme quoi, tout peut arriver. Et c'est un phénomène intéressant à mon avis. Voilà, maintenant, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, on parlait de Barnier tout à l'heure, est-ce que Barnier arrêtera l'immigration? J'en doute, et l'immigration continuera et l'islamisation continuera et tant qu'il n'y aura pas un véritable, régime dans ce pays et dans les autres pays d'Europe d'ailleurs, qui mettra le frein à cette situation, eh bien, la situation ne fera que dégénérer. Voilà, c'est comme ça, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Alors on peut toujours, trouver des explications, on peut toujours trouver des excuses, on peut toujours trouver ce qu'on veut, mais les faits sont là. Voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que Le Pen, Ordre Nouveau, le Front National, et bien d'autres disaient il y a 40 ou 50 ans. Voilà. Effectivement, Roland. Et oui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, du Premier ministre, vous avez bien fait de le rappeler, parce que cette question sur Londres m'a fait penser que la majorité aujourd'hui des Juifs en France sentent que pour eux, c'est l'extrême gauche qui est antisémite et se méfient notamment des militants de la France insoumise. Donc j'aimerais vous poser cette question, puisque avec cette nouvelle nomination, il y aura évidemment des grosses manifestations, il y aura évidemment le retour des Black Blocs, etc. Mais on peut constater en tout cas que l'extrême gauche est ciblée comme une nuisance. Donc j'aimerais vous poser cette question, Yanis et Roland. Est-ce que comment je pourrais dire, cette peur qui peut exister évidemment face aux militants d'extrême gauche est justifiée, et est-ce que vous pensez effectivement qu'il y aura de la casse suite à la nomination du nouveau Premier ministre? Yanis, je vous donne la parole en premier. Eh bien, nous verrons ça samedi. Il est possible qu'ils nous fassent l'agitation habituelle, donc ils vont sûrement marcher Bastille-Nation ou République-Nation, bon, comme ils en ont l'habitude. Ce que les syndicalistes appellent généralement une journée d'action. Ça m'a toujours amusé. Donc bon, ils vont s'agiter, il y aura les Black Blocs, ils vont péter des abribus, ça va être un peu les émeutes. Bon, bah, ma foi, c'est presque devenu une tradition, ça fait partie des impondérants de la vie quotidienne dans ce pays. Donc bon, bah, nous verrons en tout cas si d'un point de vue purement légal, il est peu probable effectivement, mathématiquement parlant, qu'ils arrivent à une censure, ils ne sont pas assez nombreux. Les socialistes ne les suivront pas nécessairement, peut-être une partie des écologistes, mais bon, ils ne sont pas une menace immédiate sur le plan, légal, sur le plan législatif, pour ce gouvernement en tout cas. Gouvernement d'ailleurs qui n'est pas encore, donc on a le Premier ministre, mais, ça va être très coton de former un gouvernement. Ça, on va voir dans les semaines à venir, peut-être pas les mois, quoique ça a déjà été très compliqué de trouver un homme, alors en trouver pour tous les ministères régaliens et puis tous les petits secrétariats d'État, bon, je pense que ça va encore être quelques tractations un peu longues. Mais en attendant, bon, bah voilà, les gauchistes vont s'agiter, Macron va essayer de jouer l'homme au-dessus de la mêlée. Bon, rien de bien nouveau sous le soleil. Nous verrons, je pense pas que nous soyons à la veille d'un bouleversement tout de suite, mais on va continuer vers un pourrissement lent, voilà. C'est ce qui va Ouais, je vois. caractériser son ministériat. Et compareriez-vous, par exemple, cet événement futur, potentiel, aux promesses qui avaient été faites, je sais pas moi, par exemple, la Nuit debout? Je sais pas si vous vous rappelez Nuit debout, parce qu'on a un peu oublié, c'était il y a 10 ans. C'était globalement, bah, c'était un groupe de jeunes qui voulaient refaire mai 68, mais au final, c'était des concerts la nuit dehors, avec une bonne 8-6, vous voyez. Donc, oui, est-ce que vous feriez une comparaison avec, encore une fois, une grosse menace, une grosse volonté de vouloir renverser le gouvernement, mais qui au final se transforme en quelque chose d'assez anecdotique et d'assez oubliable à cause justement d'un manque manifeste d'organisation?
Probablement, ça va sans doute se finir comme ça. Ils vont se réunir, voilà, sur les grandes places principales des villes et puis les accaparer. Ils vont chanter, leurs chansons débiles habituelles, boire de la 8-6 et puis bon, appeler à la révolution. Bon, bah, ma foi, nous verrons, ça va faire un peu d'animation en ville. Très bien. Merci beaucoup, Yanis. Et vous, Roland, redoutez-vous ce samedi qui arrive? Ah, écoutez, le samedi qui arrive, c'est un samedi parmi d'autres, mais on va pas faire de procès d'intention au gouvernement. D'abord, il faudrait déjà qu'il soit créé, qu'il soit composé, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, vous savez, que ce soit les internationalistes ou que ce soit les mondialistes, les résultats sont finalement les mêmes. Et, les Black Blocs et autres Antifa et autres milices de ce genre ne sont que les petits serviteurs, les petits domestiques du gouvernement et du capital. C'est eux qui sont là pour intimider les forces nationales, c'est eux qui sont là pour casser les réunions, c'est eux qui sont là pour servir de rosse-coquin du système. Voilà. Et bon, alors, ces gens-là, ils sont manipulés, il y a des officines qui sont spécialisées là-dedans, et voilà. Et puis il y a les crétins qui croient refaire la résistance ou qui se revoient avec Jean Moulin, qui croient ces balivernes, et puis qui se prennent pour des révolutionnaires. Je sais pas si c'est vous qui disiez ça ou Yanis tout à l'heure, qui se prennent pour des révolutionnaires parce qu'ils portent un t-shirt avec Che Guevara dessus. Voilà, bon, tout ça est ridicule. Alors, qu'est-ce qui se passera? Bah oui, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, Mélenchon et sa clique existent, donc ils vont encore faire du foin, ils vont encore manifester. Est-ce que cela va leur être bénéfique? Personnellement, je commence à en douter parce que je pense que leur attitude est plus contre-productive pour eux qu'autre chose. Mais ils sont l'autre aspect du système. Mais de toute façon, on n'a rien à attendre, comme nous le disions tout à l'heure, de comment s'appelle-t-il, de Barnier et de ceux qui aura dans son gouvernement, parce que là aussi, on aura un gouvernement qui sera dans le système. Voilà, c'est pas un gouvernement de rupture, c'est pas un gouvernement révolutionnaire, entre guillemets, c'est un gouvernement du système. Alors que ce soit celui d'Attal ou celui de Barnier ou celui de Madame Borne ou celui de je sais plus qui était là avant, ça sera exactement la même chose. Et, ça sera exactement la même politique. C'est la politique d'alignement sur le parti mondialiste. Et de ces gens-là, on n'a rien à attendre d'eux. Et les pseudo-opposants que sont les gauchistes et l'extrême gauche mélenchonienne, eh bien, ne sont qu'en fait leur faire-valoir et leur allié objectif. Voilà. Donc on verra bien comment les choses évolueront. De toute façon, tant qu'il n'y aura pas une véritable rupture par rapport à la politique qui est menée par la pseudo-droite ou la gauche, on n'a rien à attendre de cela. Ce sera toujours la même chose, quoi. La France diminuera, nos pouvoirs seront perdus, l'immigration continuera, l'islamisation, qui en est la conséquence, s'accentuera, et voilà. Donc, ce n'est que par l'opposition des forces nationales et par par la combativité de ces forces que les choses peuvent changer. Ce n'est pas par Barnier ou par je ne sais qui d'autre dans le même, que ce soit, comment s'appelle-t-il, le maire du Havre, là, ou d'autres, ou ceux qui ont été envisagés, le président du Conseil économique et social, ou la dame dont on parlait beaucoup à un moment donné, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, tout ce petit monde défend exactement la même ligne politique, donc avec des nuances apparentes, mais tout ça, il revient au même. Merci beaucoup Roland pour votre réponse. Alors je suis obligé un peu d'en parler parce que c'est en ce moment, en plus moi je vais à Paris ce week-end et je vais devoir payer mon ticket de métro 4 euros. 4 euros à quelques jours près, non pas pour les Jeux Olympiques, mais pour les Jeux Paralympiques. Je vais être tout à fait avec vous. Déjà que j'étais pas forcément, comment dire, de base. Je suis pas forcément super intéressé par les Jeux Olympiques, je l'admets, mais par les Paralympiques, franchement, encore moins. Yanis, vous regardez les Jeux Paralympiques? Alors effectivement, bon, je n'ai pas beaucoup suivi. Je me tiens un peu au courant comme de tout ce qui se passe dans le monde. Effectivement, les Français ont quand même ramené quelques médailles cette année. Bon, c'est comme au dernier jeu, effectivement, quand il n'y a pas les Russes, ça rabat un peu les cartes. Mais
J'avoue que je n'ai pas vraiment suivi, mais j'irai pas casser du sucre non plus sur le dos parce que c'est quand même des athlètes qui font quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais bon, c'est vrai que souvent il y a une certaine hypocrisie, dans les médias, de gens qui ne regardent même pas, qui ne s'y intéressent pas, puis qui s'enthousiasment comme s'ils avaient suivi avec passion, en hurlant, comme des groupies. Bon, non, faut être honnête, c'est respect aux athlètes, mais bon, ceux qui voilà, par politiquement correct, disent qu'ils ont suivi avec, grande émotion, c'est voilà, c'est un peu une tartufferie. Oui, c'est hypocrite. Et puis soyons respectueux, c'est-à-dire que ça reste quand même des médailles, des vraies médailles, et ce ne sont pas des médailles déformées. D'ailleurs, j'avais vu, ça m'avait fait beaucoup rire sur BFM TV, c'était le cécifoot, je ne connaissais pas ce mot valise. En gros, ça signifie le football avec des malvoyants. Et le titre, alors ça m'a fait rire, c'est un peu triste de dire ça, parce que c'est pas forcément très, très charitable, mais c'était simplement que le titre, c'était plusieurs minutes de silence pour célébrer le cécifoot. Et je me suis dit, ils ont confondu les malveillants avec les malentendants. Euh, mais trêve de blagues, trêve de blagues un peu douteuses. Vous, Roland Elie, qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette médiatisation des Jeux paralympiques et de cette hypocrisie qu'il peut y avoir effectivement chez certaines personnes, alors qu'elles n'ont pas regardé une seule minute en réalité? En ce qui me concerne, nos sports. Non, bon, blague à part. Beaucoup d'anglicisme ce soir. Ah, il a boomé. Je crois malheureusement, il est parti de l'émission, sans faire exprès, il va revenir dans quelques secondes. Après qu'il s'en soit rendu compte, c'est-à-dire que là, ça se trouve, il continue de répondre à la question. Mon cher Yanis, vous êtes toujours là, vous n'avez pas boumé. Moi, je suis là, effectivement. D'accord. Mais mes blagues sur les handicapés me veulent pas un procès, sur moi. Il est de retour. Comment? C'est Non, bon. mais Ah, Roland! attendez, je crois qu'on a été coupé là. Je crois qu'il y a un petit Oui, problème. oui, oui, vous étiez plus là, vous n'étiez plus là. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, je vous disais, moi personnellement, mais ça n'engage que moi, bon, nos sports, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez me dire que je fais beaucoup d'anglicisme, mais enfin quand même, ça n'intéresse pas beaucoup, alors je ne veux pas commenter. Bon, oui, c'est très bien qu'il y ait eu des médailles, qu'il y ait des gens qui se battent pour ça, je trouve ça admirable, j'ai beaucoup d'estime pour eux, mais c'est pas mon truc, ça ne m'intéresse pas, donc je suis incapable d'avoir un commentaire là-dessus. Et quant aux Jeux paralympiques, mais pourquoi pas, c'est c'est bien que ça ait lieu. Maintenant, je peux pas commenter parce que je n'y connais rien, je ne les suis pas. Voilà. J'ai entendu parler le lendemain de la fameuse cérémonie là, d'ouverture des Jeux Olympiques. Bon, j'ai regardé quelques passages qu'on m'a fait voir à la télévision. Bon, je trouvais ça assez déplorable et assez lamentable, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel je n'ai aucune compétence pour en parler. Voilà. Il y a bien d'autres choses, d'ailleurs, on s'est parlé d'accord aussi. Mais enfin, en l'occurrence, puisque vous me posez la question là-dessus, voilà ce que je vous réponds. Je vous fais une réponse de Normand. Et moi, je suis un petit peu de votre clan aussi. Nos sports, peut-être un peu trop, il faut que je m'y remette. Mais de manière très générale, c'est vrai que ça fait pas trop partie de mes centres d'intérêt. Je le respecte tout à fait, parce que moi, par exemple, je consomme beaucoup, je sais pas, mais je consomme un petit peu par exemple, des compétitions d'échecs. Voilà, je consomme des compétitions d'échecs, c'est-à-dire que je regarde des compétitions d'échecs, et effectivement, je suis à fond dedans et j'ai envie de voir comment ça va tourner. Donc, que des personnes aient des sentiments similaires et analogues en regardant des matchs de foot ou de basketball, je respecte totalement. C'est quelque chose que je comprends. C'est juste que bah, moi, pour le coup, c'est pas vraiment le volley ou le basket, c'est plutôt effectivement les échecs. Disparition d'Alain Delon aussi, on a vu. Alain Delon, moi, ça me fait beaucoup penser à l'appel que Jean-Marie Le Pen lui avait passé, où c'était en vidéo. Ça me fait penser aussi qu'Alain Delon était souvent catégorisé comme quelqu'un qui était comme nous d'un point de vue idéologique. Et il me semble d'ailleurs qu'Alain Delon, si je ne m'abuse, avait été décrit comme quelqu'un de relativement dépressif lors de ces dernières années. Vous avez appris Yanis Morio. Yanis Morio, vous êtes quelqu'un qui est fasciné. Vous êtes fasciné par la pop culture, je dirais, par la culture effectivement de l'industrie musicale et des acteurs, du cinéma, etc., etc. Qu'est-ce que vous, ça vous a fait en tant que personne très très renseignée justement sur tout ce qui était culture pop, d'apprendre le décès d'Alain Delon? Je ne sais pas si on peut qualifier Alain Delon de culture pop, ou alors au sens culture populaire, oui, dans le bon sens du terme.
la culture pop est des fois un peu dévoyée. Bah, effectivement, c'était prévisible à son âge, plus le fait qu'il avait émis plusieurs fois le souhait de quitter ce monde. Il avait dit qu'il détestait cette époque, qu'il la vomissait. Donc c'est toujours, voilà, c'est un des derniers géants qui nous quittent, parce que bon, quand on voit aujourd'hui les grands, les acteurs, les plus caractéristiques de notre époque, bon, il n'y a plus à son niveau. On a de bons acteurs qui jouent bien la comédie, mais des légendes, bah, on n'en a plus. Il y avait son ami Belmondo qui est mort aussi récemment. D'ailleurs, ça l'a aussi, lui, personnellement très affecté. Donc ce serait, voilà, très dur, à moins d'avoir eu une émission complète. Je sais que d'ailleurs Daniel Conversano l'a fait dernièrement. Il faudra que j'écoute l'émission là, prochainement, sans doute demain. Donc vraiment de rendre un bilan complet de la carrière d'Alain Delon, ce serait très compliqué en peu de temps, mais c'est surtout, voilà, ce qu'il a représenté. C'était une certaine classe à la française. Lui-même, en plus, n'est pas né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Il a eu beaucoup de drames familiaux. Il s'était engagé dans la marine tout jeune. Il a fait la guerre d'Indochine. C'est cette génération-là. Bon, c'est les derniers des géants, avec ceux de l'Algérie après. Il a été, voilà, le grand séducteur. Il a quand même eu, parmi son tableau de chasse, si on peut encore, si Sandrine Rousseau nous permet de payer cette expression, donc il a eu Romy Schneider et Dalida, excusez du peu. C'était, voilà, il a été repris donc dans des pubs pour le parfum, de manière aussi plus anecdotique. Il y a au Cambodge une marque de cigarettes qui porte son nom. Donc c'est dire voilà, ce qu'il représente dans le monde. Il a tourné dans des tas de grands chefs-d'œuvre, dans beaucoup du cinéma aussi, des productions européennes. Quand l'Europe, la construction européenne veut vraiment dire quelque chose, donc dans le cinéma, hein, plus que dans les traités agricoles. Donc il a tourné, voilà, dans beaucoup de films franco-italiens comme Rocco et ses frères. Il a eu un rôle vraiment historique dans Le Guépard, qui est un film sur l'unification italienne vue depuis la Sicile. Il a tourné aussi, bah, dans justement le clan des Siciliens, donc un des derniers films des grands films de voyous, bon, polar où on voit vraiment le milieu, la mafia, mais sans tout le côté romancé de la, qu'on peut le voir notamment dans les films américains, donc vraiment quelque chose de plus calme, de plus posé. Il a même été un peu, il a joué sur une certaine autodérision de son propre personnage, donc dans Borsalino, où justement il a pu, partager la scène avec son meilleur ami Belmondo. Donc il a vraiment eu des rôles fantastiques, beaucoup de rôles de polars, aussi bien les flics que les voyous eux-mêmes. Il était très bien crédible dans les 2 rôles. Il a aussi tourné donc des films plus étonnants. Il a campé un Zorro assez bien réussi. Il a aussi tourné, chose plus étonnante, dans un film soviétique, enfin franco-soviétique, Téhéran 43 Nid d'espion, qui est un film d'espionnage sous le prisme soviétique, donc c'est toujours amusant. Il a aussi joué dans Un amour de Swann, qui reprend le roman de Marcel Proust, donc il a pu sortir aussi de son rôle habituel. Donc il y a aussi le risque, notamment dans nos milieux, d'en faire un étendard, parce qu'il était, effectivement, il ne l'a jamais nié, il a toujours été un grand ami de Jean-Marie Le Pen. Il a insisté donc sur le tournage de Zorro, donc tournage qui s'était fait en Espagne, parce que bon, c'était quand même moins cher que la Californie, comme beaucoup de westerns d'ailleurs de l'époque étaient tournés en Espagne, parce qu'il y a beaucoup de Sierra, beaucoup de déserts qui rappellent un peu l'Ouest américain. Donc il avait insisté à ce moment-là pour rencontrer Léon de Grelle, qui vivait d'ailleurs pas très loin, à Malaga, si je ne m'abuse. Donc voilà, il savait très bien qui c'était. Mais à côté de ça, voilà, on n'a pas voulu être enfermé dans un étendard purement politique. Il a aussi tourné avec Visconti, qui était tout autant, même s'il était aristocrate italien, était aussi un des plus gros donateurs du Parti communiste italien. Il était ami avec Anne Hidalgo, ça c'est plus étonnant, mais effectivement, ils s'appelaient régulièrement, ils mangeaient ensemble. Donc voilà, il ne faut pas faire des artistes, voilà, un étendard particulier, même si effectivement il était dans le show business, même si j'ai horreur de ce mot, il était ce qu'il y avait de plus proche de nous. Et il ne l'a jamais nié, il a toujours défendu une vision traditionnelle de la société, il a toujours défendu les personnes qu'on défend, mais c'était aussi, voilà, c'était avant tout un grand acteur qui a eu des rôles légendaires et une figure, voilà, qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Donc c'est une triste fin malheureusement, comme ça arrive dans beaucoup de familles où la famille se déchire. En plus, il a eu donc plusieurs mariages, donc les enfants ne sont pas tous de la même mère. C'est voilà, bon, c'est assez triste comme fin effectivement, mais bon, maintenant paix à son âme.
il a retrouvé ses amis, donc notamment Mireille d'Arc qui était le grand amour de sa vie, il a retrouvé Belmondo et il est rentré dans l'éternité à sa mesure, plus que le monde dans lequel il a fini ses jours. Merci beaucoup Yanis pour votre réponse. Et vous, Roland Elie, je vous pose la même question. Comment avez-vous réagi à la mort d'Alain Delon? Bon, écoutez, c'est toujours très triste qu'un tel personnage nous quitte. Bon, Yanis a tout dit, il y a rien de plus à dire. Voilà, il a tout dit, quoi. Je vais pas en répéter ce qu'il vient de dire parce que je partage entièrement son analyse et sa réaction. Voilà. C'était un acteur qui a marqué nos vies. Enfin, moi, j'ai 66 ans. Alain Delon, je l'ai toujours vu, quoi. J'ai toujours, j'ai toujours... C'est amusant, d'ailleurs, il y a eu quelques... à ce propos, enfin, si, j'ai juste rajouté un petit truc. Il y a eu, évidemment, un certain nombre de rediffusions de films sur différentes chaînes de télévision à la suite de cette triste nouvelle. Et c'est curieux qu'on revoit des films qu'on n'a pas vus depuis 30 ans, 40 ans. Le vocabulaire, voilà, on était dans un autre monde où finalement on a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de choses qui aujourd'hui, aujourd'hui seraient censurées immédiatement par les nouveaux inquisiteurs de la pensée unique qui ne supporteraient pas ça au nom d'un ordre moral qu'ils ont eux-mêmes créé. Et donc, c'est amusant de revoir ces films. Ça a été des moments émouvants et des moments aussi tout à fait, tout à fait intéressants de revoir ça. Mais rien de plus à dire que ce qu'a dit Alice tout à l'heure. Il a tout dit. Très bien. Et c'est un peu triste, mais je dois vous admettre que je crois que le seul film que j'ai vu de lui, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Donc c'est pas forcément le meilleur, mais au moins on est dans le thème du moment, quelque part. Ah ben, vous Euh, allez encore avoir beaucoup d'occasions de vous cultiver, mon cher Alexandre. je Parce que suis là, pas moi, très Le film. rattrapage. là, je l'ai jamais vu, à la sélection olympique. Donc. Ah bah voilà, bah, ça compense. Non mais je suis pas très film. Voilà, je suis pas très film, je regarde assez peu de films. Pour pas dire quasiment aucun. Mais oui, oui, je ferai un effort de curiosité culturelle. Pour terminer, Je bah, je migrerai voulais vers vous les bons films. parler. Merci beaucoup Yanis. Je voulais vous parler effectivement, parce qu'on sera tous les trois à cet événement, du cochon grillé du Parti de la France. Un événement qui a lieu quand même depuis pas mal d'années, et un événement qui fait maintenant figure, j'ai envie de dire, de rendez-vous annuel pour tout bon faf qui se respecte. Direction la Bretagne, Tréfandel, pas très loin de Rennes. Je rappelle qu'il y a les informations disponibles sur le site internet et sur nos réseaux sociaux, adresse mail ainsi que numéro de téléphone pour s'inscrire. Et vous êtes bien évidemment tous les bienvenus. Les gens bien pensants sont bien évidemment bienvenus chez nous. Roland, qu'est-ce qu'il y aura, dites-moi, au cochon grillé? Et il y aura vous déjà, il y aura votre stand. Ouais, c'est l'essentiel. Non, je plaisante. Écoutez, je crois qu'il y a. Je sais pas si la première. Enfin, avant tout ce qu'on avait dit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas si nos amis auditeurs avaient la possibilité de l'entendre. Je ne voudrais pas me répéter. Enfin, bon, juste pour dire que cette fête du cochon grillé, qui existe maintenant depuis assez longtemps, depuis en tout cas au moins une vingtaine d'années, je crois, voire plus, qui se déroule tous les ans sous la houlette de notre ami Jean-Marie Lebroux, qui est un militant exemplaire et remarquable, qui est le responsable du PDF en Bretagne. Et cette fête du cochon, c'est devenu, j'en parle en connaissance de cause, puisque je vous l'ai déjà dit, et beaucoup le savent, j'habite en Bretagne, je vis en Bretagne, c'est devenu un peu la rentrée politique de la droite bretonne, enfin la droite non conformiste bretonne. Il y a de plus en plus de monde, c'est une vraie fête avec tout le côté à la fois, bon, bien sûr, il y a le cochon, qui généralement d'ailleurs est très bon, donc on ne peut que féliciter ceux qui le font, et ce côté-là, il y a pas de déception. Et vous avez des stands d'éditeurs, de libraires, d'artisans, vous avez une buvette très fréquentée, vous avez des interventions politiques. Bon, cette année, Jean-Marie, comme ce fut le cas d'ailleurs à plusieurs reprises, m'a demandé de prendre la parole, mais c'est aussi le cas de notre ami Pierre Cassin, le président de Riposte Laïque, et puis nous aurons évidemment le président Thomas Joly qui sera là, le président du Parti de la France, qui sera là. L'an dernier, il y avait
Bruno Gollnisch, l'année d'avant, si je me souviens bien, Bruno Hyrou, il y a eu Alexandre Simoneau, enfin, il y a un certain nombre de gens qui sont venus à parler, qui viennent parler régulièrement à ces journées. Et bon, il y a là aussi des écrivains qui seront là, il y aura des écrivains locaux et peut-être des écrivains nationaux. Il y aura les éditions de Alpha et d'Eterna de mon ami, de notre ami Philippe Randa qui sera là. Il y aura, voilà, enfin, il y aura beaucoup de monde, quoi. Voilà, c'est une occasion de se retrouver. C'est la rentrée politique de la droite non conformiste en Bretagne. Et là, c'est vraiment c'est, je dis ça, mais c'est au-delà du Parti de la France, c'est aussi une sorte de synthèse, si je puis dire, parce que vous avez des gens de toutes les sensibilités de notre famille politique qui se retrouvent amicalement ici. C'est c'est très bien. Je vais raconter une anecdote d'ailleurs qui s'est passée à la fête du cochon il y a 2 ou 3 ans. À un moment donné, je me suis retrouvé à une table avec mon ami Serge Lebaille, qui était le directeur du journal d'Ordre Nouveau dans les années 70. Euh, et il y avait Pierre Cassin, qui vient de la Ligue communiste révolutionnaire, et Bernard Germain, qui lui-même vient d'une autre tendance trotskiste, du milieu lambertiste, de l'organisation communiste internationaliste. On était tous les quatre autour de la table, en train de boire un verre comme de bons amis. Et puis au bout d'un moment, je dis à Serge, je lui dis, comme quelque chose de surréaliste dans ce que nous sommes en train de vivre ici. Là, on est là tous les quatre en train on est tous d'accord. Et alors qu'il y a 30 ans, il y aurait eu, on s'en serait foutu sur la gueule, quoi. Voilà, pour parler simplement et rudement. Et, et c'est vrai, bah, c'est ça aussi. Aujourd'hui, les choses ont changé, les choses bougent. Je suis ravi de me retrouver à la même table que d'anciens trotskistes ou d'anciens de je ne sais où. L'essentiel, c'est que tous ces gens, ils se retrouvent derrière nous. Et c'est pas nous qui sommes derrière eux, c'est eux qui sont derrière nous. Et nous sommes ravis d'être pas derrière, qui sont pas derrière nous, mais on est à côte maintenant. Et c'est ça qui est important. Et je pense que dans les combats de demain, il faudra rassembler au-delà de nos chapelles, au-delà de nos, de nos mouvements traditionnels pour pouvoir vaincre, pour pouvoir gagner. Et il faut que, et justement en Bretagne, la fête du Parti de la France, ça a été un petit peu, c'est exemplaire à ce niveau-là. Ça a engendré aussi, il y a 2 ans, la réaction à Callac. Pour ceux qui se souviennent, Callac, c'est ce village breton où on voulait installer des familles, plus de 500 migrants dans ce village de 2500 habitants. C'est à l'occasion de la fête du Parti de la France de de Tréfindel, qu'a été décidé, qu'ont été décidées les manifestations unitaires qui ont rassemblé pour l'une 600 personnes et pour la seconde 800 personnes, qui ont fini par triompher puisque le projet de Calac a été abandonné au bout de quelques mois. Donc tout ça est utile, tout ça c'est indispensable et vraiment j'invite tous les amis à venir nombreux. C'est une rentrée politique et pour bien au-delà de la Bretagne d'ailleurs, parce qu'il y a des gens des Pays de Loire. Je sais que Éric Mauvoisin de Lavaux, le président du Rassemblement vendéen, viendra assister à cette journée. Je sais qu'il y aura des élus bien au-delà de la Bretagne qui vont venir. Donc c'est vraiment une fête unitaire, une fête de synthèse du Parti de la France. Voilà. Eh ben écoutez, vous avez été très exhaustif et très complet. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Et moi, je serai là, bien évidemment, parce que je suis là comme vous chaque année, euh, depuis moins longtemps que vous, hein, je dois bien l'admettre, ça doit être ma 2e ou 3e fois. Et j'y serai bien évidemment avec mes caméras pour tourner un reportage et interviewer quelques personnalités. Comme Pierre Casson, etc. Et l'année dernière, j'avais interviewé Bruno Gollnisch, notamment. J'avais interviewé Bruno Gollnisch à cet événement et c'était un superbe entretien. J'ai même pu lui poser des questions en japonais. Donc pour découvrir ça, je vous invite à regarder l'émission que je fais avec lui sur YouTube, où on parle notamment d'énormément de choses au Japon, la gestion comment je peux dire, la gestion de leur politique migratoire, l'économie, etc. On parle d'énormément de choses, et c'est une émission à laquelle je vous renvoie bien évidemment. Et en plus, Yanis, on aura également le plaisir de vous retrouver également, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, d'ailleurs, nous ferons une partie du voyage ensemble après les tournages pour les émissions du Parti de la France. Donc, je me fais une joie d'être, j'allais dire à Calac, mais bon, c'est la mer des batailles. Je me fais une joie d'être à Tréfindel dimanche, donc avec toute cette joyeuse équipe
nos bons camarades, et avec le cochon. Et justement, puisqu'il est question de fête du cochon, donc la vraie, la nôtre, mais aussi celle d'Ayange qui a fait beaucoup réagir dans les médias, donc j'aimerais être un peu l'avocat du cochon, faire une plaidoirie pour le cochon injustement attaqué. Donc on nous accuse souvent dans nos milieux, voilà, d'être un peu saucisson pinard, d'avoir comme horizon que le cochon, d'avoir pour seul, seul combat, voilà, le lardon dans la soupe. Donc, effectivement, nous sommes un petit peu plus profonds que ça, nous voyons un petit peu plus loin, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans l'effet inverse de certains, de dire: «Oh, voilà, c'est saucisson pinard, le cochon, c'est pas important». Le cochon est quand même très important, donc il est maintenant devenu, par le fait d'une certaine immigration qui le considère comme impur, là, il est devenu malgré lui, notre petit cochon rose, malgré lui devenu un étendard politique. Mais il faut savoir que le cochon, au-delà vraiment de l'aspect qui peut paraître bête, mais qui ne l'est pas du tout, qui est beaucoup plus profond, c'est avant tout, donc c'est l'un des meilleurs amis de l'homme, c'est un des premiers animaux d'élevage qu'on a domestiqué assez tôt, et même d'ailleurs, donc à l'époque où on a commencé l'élevage, la domestication, donc dans les vallées fertiles, donc ce qui s'apparente aujourd'hui à l'Irak, où aujourd'hui on en mange un petit peu moins pour d'autres raisons de religions qui sont arrivées par le sud. Donc le cochon, voilà, a toujours été dans le garde-manger européen, et même au-delà, et voilà, il a toujours accompagné donc la vie quotidienne de l'homme. Il y a un dicton français très connu qui dit: «Tout est bon dans le cochon», donc c'est pas juste pour la rime, c'est vrai, puisque effectivement, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui d'ailleurs en viande, même parmi les ménages modestes qui, aimeraient bien manger un peu plus de viande, mais pour qui le bœuf est devenu, je parle du bœuf de qualité, pas forcément des steaks surgelés, mais pour qui le bœuf est devenu, plus onéreux, un petit peu plus rare. Bon, effectivement, le cochon permet de se réunir autour d'une bouffe, un peu plus sympathique, et on peut effectivement tout manger dans le cochon, à part peut-être, le squelette et les dents, mais même le sang du cochon, voilà, on en fait du boudin. Donc là, effectivement, pour, les amis musulmans, c'est un peu la kryptonite absolue, parce que non seulement c'est du sang, un interdit, et en plus du sang de cochon. Alors là, c'est vraiment le nec plus ultra de ce qu'il ne faut pas faire. Mais donc voilà, le boudin qui est très bon, même ça représente aussi, la plus grande France, comme on dit, donc l'outre-mer, le boudin créole notamment, qui est un plat très apprécié aux Antilles. Et donc, quand on dit que dans le cochon tout est bon, c'est effectivement vrai, puisque un plat que je vous incite à aller manger, qu'on trouve notamment à la brasserie Le Pied de Cochon à Paris, qui est la tentation de Saint-Antoine. Alors là, c'est un plat complet dans lequel on trouve du pied de cochon, qu'on a plus l'habitude de manger, mais des oreilles de cochon également, un petit peu plus cartilagineux, faut un peu plus, racler, il faut y mettre les doigts. C'est pas quelque chose qu'on mange avec, les couverts, bien propres et tout. Non, non, il faut vraiment y mettre les doigts, et même presque jusqu'au coude. Il y a la queue du cochon, la petite queue en tire-bouchon qui est très bonne, et également le museau. Donc ça, on a plus l'habitude aussi que le reste. Il y a la salade de museau, il y a la hure, il y a plein de choses qu'on peut faire, le fromage de tête. C'est effectivement, tout est bon, comme le dit le proverbe. Et donc le cochon, voilà, bon, il est vraiment le garde-manger parfait, et même au-delà, donc au-delà de la France, au-delà même de l'Europe, donc il y a un pays où on retrouve un peu les mêmes problématiques, là, habituelles qu'on a en France avec, les fameux débats sur, cochon, pas cochon, viande halal, tout ça. Donc il y a un pays qui pourtant longtemps, a eu un islam assez modéré, qui est on dit que c'est le plus grand pays musulman au monde, même s'il n'y a pas que des musulmans là-bas, mais comme il est très, très, très peuplé, c'est là où il y a le plus grand nombre. Donc c'est l'Indonésie qui, pendant longtemps, jusqu'à récemment, voilà, brillait plutôt par sa modération et sa bonne entente, mais il y a un réveil, notamment par les frères musulmans, où il y a des partis qui commencent à être un peu plus vindicatifs. Et il se trouve que donc, l'Indonésie, donc c'est une myriade d'îles, dont notamment la moitié de la grande île de Papouasie. Donc l'autre partie est un pays indépendant. Et donc dans cette Papouasie, on y trouve, comme son nom l'indique, des Papous. Et il y a des débuts de heurts, d'incompréhension, et même des fois de bagarres entre des Indonésiens musulmans et des Papous, pour qui le cochon est très important, peut-être même encore plus marqué identitairement que chez nous, puisque là-bas, c'est aussi il accompagne la vie, c'est même une monnaie d'échange pour, voilà, signer des accords entre 2 familles, notamment pour la dot des jeunes filles. Voilà, on donne un cochon pour marquer sa sympathie, marquer son attachement.
très important donc dans ces peuples du Pacifique. Et une petite chose qui m'amuse un peu, donc avec le cochon, et là on va toucher même à l'économie. Il faut savoir donc en France, donc la monnaie, voilà, c'est l'euro. Il y a aussi donc dans beaucoup de nos îles le franc pacifique. Mais si on tire un peu les cheveux, si on tire un peu la queue en tire-bouchon du cochon, on peut considérer que la troisième monnaie ayant cours légal en France, c'est le cochon. Puisqu'à Wallis et Futuna, donc il y a un droit coutumier qui a encore valeur légale. Et là-bas, pour faire des fois des achats de ci ou de ça, des choses importantes, hein, pour les achats du quotidien, pour faire les courses, mais notamment, voilà, bah, comme on le disait pour les papous, la dot des jeunes filles, pour des achats fonciers, des choses assez importantes, on peut légalement payer avec un porcelet. Donc on peut considérer que le cochon, le porcelet en tout cas, est la troisième monnaie française. Donc j'allais dire cocorico, non plutôt donc le cochon, voilà, il est beaucoup plus profond que ce qu'on nous traite de bas du front, d'amateur de soupe au lardon, ce qui est très bon par ailleurs. Donc le cochon est quand même plus important que ça et un symbole en lui-même, un ami de l'homme depuis la préhistoire, depuis l'élevage et la domestication des animaux, et puisse-t-il continuer pendant longtemps à nous accompagner. Et donc je me réjouis d'aller à cette fête, un peu à ce sacrifice du cochon, la Saint-Cochon, comme on disait dans les campagnes, le jour où on tuait le cochon. Donc, cette fête sympathique en Bretagne, qui est d'ailleurs la terre de prédilection du cochon, le port breton, la terre où il s'est très bien acclimaté et où on fait aussi de très bonnes charcuteries. Donc là, nous aurons un très bon cochon et j'en salive d'avance. Vous pouvez presque entendre mon ventre qui fait des gruissements de cochon. Donc, je vous retrouverai avec grand plaisir dimanche. Merci beaucoup, Yanis. Très belle imitation du cochon, soit dit en passant. Et sachez, chers auditeurs, que vous pourrez nous trouver effectivement tous les trois. Je vous invite bien évidemment à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission sur YouTube et Telegram, à passer un petit tour sur notre site internet, à faire des donations également pour que nous puissions continuer les émissions et continuer à mener le combat politique à bien, aussi bien sur les réseaux sociaux que, j'ai envie de dire, dans le physique, dans le monde réel, sur le militantisme de terrain. Et je vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. Merci Roland Elie, directeur de Synthèse Nationale. Synthèse Nationale, d'ailleurs, vous allez probablement nous parler de dernières sorties. Parlez-nous des dernières sorties de Synthèse Nationale, mon cher Roland. Ah bah écoutez, ça a été un petit peu plus calme ces derniers mois, en raison, pour deux raisons. D'abord parce que c'était un peu les vacances, il faut bien le dire. Et puis ensuite parce que les imprimeurs avaient des problèmes de papier. Bah oui, deux élections comme les européennes puis les législatives qui se suivent, bah ça perturbe un peu l'organisation des imprimeries qui sont de moins en moins nombreuses, hélas, en France. Quoi qu'il en soit, bah, nous venons de sortir, nous avons deux livres là qui viennent de sortir, trois livres qui viennent de sortir, plus un numéro de Synthèse Nationale qui sortira la semaine prochaine. J'en profite pour rassurer nos amis abonnés, s'il y en a qui, qui écoutent cette émission, ils vont le recevoir très bientôt. Il y a eu un petit retard, mais ce n'est pas grave, ils vont le recevoir, ils en seront, je pense, ravis. Donc le numéro 67 de Synthèse Nationale va sortir très bientôt. Est sorti au début de l'été un livre de Thierry de Cruzy consacré aux Brigandes, le fameux groupe de chanteuses qui ont animé bien des réunions nationales il y a quelques années, en particulier les journées de synthèse nationale. Et Thierry de Cruzy, qui est le grand spécialiste de la chanson au sein de notre famille politique, qui anime une émission d'ailleurs sur Radio Courtoisie consacrée à cela. Thierry de Cruzy a écrit un livre que nous avons édité, consacré donc aux brigandes. Le titre, c'est Les brigandes, phénomène de la contre-culture. Voilà. Donc, vous pouvez trouver ce livre, comme tous les autres d'ailleurs, sur le site synthèseédition.com. Nous avons aussi sorti un livre du docteur Merlin, que tout le monde connaît. Alors, docteur Merlin a une passion, on est même devenu le spécialiste français de de Codreanu, de Codreanu et du nationalisme roumain de la première partie du XXe siècle. Et docteur Merlin a édité
contribué en tout cas à l'édition dans notre maison d'édition, d'un nouveau livre consacré à Codreanu, qui est un recueil des articles passés sur la garde de fer dans la revue Défense de l'Occident. La revue Défense de l'Occident qui avait été créée dans les années 50 par Maurice Bardèche, qui a été une revue de référence pour beaucoup de gens de ma génération. Moi, quand j'étais jeune, il était indispensable de lire Défense de l'Occident, la revue de Maurice Bardèche. Et il y a eu un certain nombre d'articles publiés dans cette revue consacrés à la garde de fer, à la Légion de l'Archange Saint-Michel, enfin toutes les organisations mises en place par Corneliu Zelea Codreanu. Et ces articles ont été rassemblés dans un livre qui vient de sortir, Défense de l'Occident et la garde de fer. Donc du docteur Merlin, que vous pouvez aussi vous procurer sur synthèse-édition.com ou dans les bonnes librairies ou sur France FI, enfin sur les sites de diffusion habituels de notre famille politique. Et nous sortons prochainement, la semaine prochaine, un nouvel ouvrage de Bernard Germain consacré à la gauche. Alors il sait de quoi il parle puisqu'il en vient, consacré à la gauche, qui est évidemment un livre, un réquisitoire contre la gauche, un livre de 390 pages qui est passionnant, parce que vraiment Bernard connaît bien le sujet et il a vraiment attaqué tous les côtés, enfin toute l'histoire de la gauche, toutes ces turpitudes, tous ces mensonges, donc ce livre s'appelle Démasquer la gauche, une imposture permanente, dans la collection Idées, Synthèse nationale, et que l'on peut aussi trouver, enfin, je vous invite à lire, qui remporte déjà un franc succès. D'ailleurs, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il sera là, on attend la livraison. Alors, ça sera peut-être demain, peut-être, si évidemment on l'attend, il sera dimanche prochain à la fête du cochon, mais autrement, vous pouvez le commander et vous le recevrez dans les jours qui viennent. Donc voilà, 3 livres proposés par Synthèse Nationale ces derniers mois. Il y en aura d'autres, mais ça, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Voilà. En tout cas, merci de me donner l'occasion de présenter ces livres aux auditeurs du forum du PDF. Et puis à tous, on vous attend tous avec impatience et Alexandre et Annie, je serais ravi de vous revoir dimanche prochain à la fête du cochon à Tréfanel, dans l'île-et-Vilaine. À très bientôt. Absolument. Yanis, Roland, je vous dis à dimanche. Auditeurs, je vous dis bonne fin de semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Forum du Parti de la France. Bonsoir tout le monde et à la semaine prochaine. Bonsoir. Eh bien, bonsoir et à dimanche.